Divergence d'interprétation après l'accord trouvé à Lausanne sur le nucléaire iranien. Israël espère encore pouvoir le faire modifier avant sa signature prévue fin juin. Le Kenya tente de se relever après le sanglant attentat de l'université de Garissa qui a fait 148 morts. L'un des terroristes était un Kenyan d'origine somalienne diplômé de l'université de Nairobi. Au Yémen, alors que plusieurs pays tentent d'obtenir une trêve des frappes aériennes de la coalition arabe, les rebelles chiites, eux, continuent d'avancer dans Aden, la deuxième ville du pays. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Il a été arraché de très haute lutte cet accord ou cet accord de principe sur le nucléaire iranien jeudi dernier à Lausanne. Et déjà, eh bien, il suscite des divergences d'appréciation selon que l'on se place côté iranien où l'on estime que les sanctions pourraient être levées très rapidement d'ici cet été, alors que les Américains, eux, et les Occidentaux, et notamment les Français, mettent en garde car cet accord n'est pas encore signé, disent-ils, et il y a encore des divergences à aplanir. Et également, aujourd'hui, la nouvelle mise en garde de Benyamin Netanyahou qui est farouchement opposé à l'accord tel qu'il est en ce moment. On va évoquer tout cela et comment d'ailleurs on va essayer d'arriver, en tout cas comme l'espèrent les Américains, à signer un accord définitif d'ici fin juin avec de telles divergences. On va en parler avec Jacques Neria. Bonsoir. Bonsoir. Notre expert pour la sécurité et le militaire au Moyen-Orient, et Maxime Pérez d'I24 News. Bonsoir. Expert militaire également. Merci à tous les deux d'être là. On évoque évidemment les suites de cet accord sur le nucléaire iranien. Tout de suite. به اون وعده عمل خواهیم کرد. البته مشروط بر آن که طرف مقابل هم به وعده‌های خود عمل کند. Many key details will need to be finalized over the next 3 months. And nothing is agreed to until everything is agreed. And if there's backsliding, there will be no deal. اجرای تعهدات خودشون در صورت نقض تعهدات توسط طرف مقابل امتناع بود. This deal would pose a grave danger to the region and to the world and would threaten the very survival of the State of Israel. Alors cet accord sur le nucléaire iranien, s'il a d'abord été salué notamment par les Américains, jeudi, eh bien, fait déjà l'objet donc de sérieuses contestations et d'inquiétudes également. Avant de regarder les dernières réactions, un mot, Jacques Neria, sur cet accord tel qu'il est reçu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes carrément côté israélien, c'est-à-dire dans le rejet total de cet accord, dans l'inquiétude comme le manifestent les Français, ou bien, comme le disent les Américains, c'est une vraie chance à saisir? J'étais sceptique dès le début, et je le suis encore plus aujourd'hui. Je le suis devenu encore plus en entendant, je dirais, le Kerry avec ses propos tenus dans la conférence de presse, et surtout après j'ai été convaincu qu'il n'y avait en fait aucun accord, qu'il y avait peut-être un accord de principe quand j'ai lu les propos dits par le conseiller de Khamenei, Askari, qui a dit très clairement que cet accord-là est mort-né. Donc nous sommes à ce point-là, nous sommes au point mort. Chaque partie a son interprétation, chaque partie n'ayant pas réussi à avoir un dénominateur commun, chacun a énoncé les principes qu'il avait compris de cette négociation. Et finalement, on voit que pour essayer de trouver un dénominateur commun, un petit pont qui amènerait, je dirais, les deux parties à un accord à fin juin, ça sera difficile, sinon impossible. Ouais. On rappelle à Maxime que cet accord ne prévoit quasiment rien sur ce que l'Iran a déjà fait en matière de nucléaire. Juste un contrôle à partir de maintenant, mais pas de réduction des stocks existants. Absolument. On parle de réduction sur une durée de 15 ans, de l'ordre d'un stock actuellement évalué à 10 000 kilos qui serait réduit à 300 kilos, enrichi à hauteur seulement de
3,6%, ce qui est le seuil minimum pour enrichir de l'uranium. Et à ce moment-là, il n'y a peut-être pas de danger militaire. Mais évidemment, tout cet accord est à ce stade bien partiel parce qu'il ne prend pas en charge l'aspect militaire de ce programme. Il y a beaucoup de points d'interrogation autour de certains sites, autour de la liberté d'action des inspecteurs de l'ONU. Et c'est ce que va tenter peut-être de négocier dans les prochaines semaines la communauté internationale, peut-être sous la pression d'Israël. En tout cas, c'est à l'évidence la dernière carte que pourra jouer Benjamin Netanyahou. Il est certain qu'il y a certains éléments qui sont, je dirais, tout à fait aberrants. Le fait de laisser à l'Iran la liberté de renouveler les centrifuges d'ici 10 à 15 ans avec des centrifuges deuxième et troisième génération, ce qui veut dire qu'à partir d'un moment où l'Iran déciderait à quitter, je dirais, ou à quitter le seuil pour devenir une puissance nucléaire, le seuil serait traversé dans une rapidité que les 12 mois qui nous sont promis aujourd'hui ne seront pas tenus. Ce seront certainement beaucoup moins que ça. Ça, c'est d'un côté. Comme vous l'avez dit, le programme nucléaire militaire n'a pas été évoqué. Les détonateurs nucléaires n'ont pas été évoqués. Les ogives nucléaires n'ont pas été évoqués. Le problème des missiles balistiques n'a pas été résolu non plus. Nous sommes, je dirais, dans une situation qui est aberrante, qui est incroyable, que nous sommes arrivés à un accord où il n'y a pas d'accord sur je dirais, le principe sur l'infrastructure qui permettrait à l'Iran de devenir nucléaire. Voilà, un peu comme s'il avait fallu conclure à tout prix. Et puis rappelons que cela est stipulé donc dans cet accord, que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, l'Iran n'a besoin que de 2 à 3 mois pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de signature. Or, précisément, il reste 3 mois pour arriver à cette étape ultime. Donc tout est encore possible. Alors je voudrais qu'on revienne avec vous sur ce qui s'est passé justement au cours de ces dernières heures, les réactions et les divergences d'appréciation de cet accord conclu jeudi dernier. C'est Maxime Pérez qui nous raconte tout cela. Nous honorons nos promesses si l'autre partie honore les siennes. Voilà comment le président iranien Hassan Rouhani a résumé l'accord conclu jeudi avec les grandes puissances à Lausanne. Pas d'euphorie apparente donc, au contraire de la rue iranienne qui s'est empressée de célébrer un accord synonyme de bouffée d'oxygène puisqu'il doit entraîner la levée des sanctions. Mais c'est précisément sur ce point que de premières dissonances apparaissent. Pour la République islamique, toutes les sanctions seront levées dès la mise en application de l'accord. Or, c'est Barack Obama en personne qui l'a certifié. C'est le degré de coopération de l'Iran qui conditionnera un retour à la normale. Autrement dit, la levée des sanctions sera progressive. Et ça n'est pas la seule anomalie constatée de part et d'autre. Sur le document présenté par les Occidentaux, les stocks d'uranium enrichi doivent théoriquement être réduits de 10 000 à 300 kilos sur une période de 15 ans, soit jusqu'en 2030. Mais le régime évoque une période de 10 ans seulement. Quant au stock de plutonium, les Occidentaux assurent qu'il sera transféré dans un pays tiers. Non, répond-on à Téhéran, rien ne se fera en dehors de notre territoire. À cela s'ajoute un certain nombre de questions toujours sans réponse. Quelle sera la liberté d'action des inspecteurs onusiens quand ils demanderont à visiter de manière inopinée des sites nucléaires? À quel type de recherche souhaite se livrer l'Iran dans le site souterrain de Fordo? Enfin, des zones ombres persistent sur la dimension militaire du programme nucléaire de Téhéran. Ces éléments risquent d'être abondamment exploités par Israël dans les prochaines semaines. Ce dimanche, sur la chaîne américaine ABC, Benjamin Netanyahou a de nouveau mis la pression sur les Occidentaux. Je ne cherche pas à torpiller le moindre accord, je cherche à torpiller un mauvais accord. Vous dites que c'est un accord historique, mais il peut s'agir d'un accord historiquement mauvais, car il laisse à l'État le plus terroriste de notre époque une vaste infrastructure nucléaire. Pour autant, le Premier ministre israélien ne brandit pas haut et fort la menace d'une intervention militaire. Je préfère une solution diplomatique. Savez-vous pour quelle raison ? Parce qu'à toute option militaire envisagée, Israël sera le seul pays à en payer un très lourd tribut. C'est pour cela que nous souhaitons une issue diplomatique, mais une bonne issue diplomatique. Pour l'instant, Washington se montre indifférent aux appels de Benjamin Netanyahou. Sa demande de contraindre l'Iran à reconnaître le droit à l'existence d'Israël a été rejetée par la Maison-Blanche. Alors ça mérite quelques commentaires, notamment sur ce dernier point qu'évoquait Maxime Pérez, c'est-à-dire que finalement les Américains ont refusé la demande israélienne de voir écrite
dans cet accord que les Iraniens reconnaissent enfin l'État d'Israël? Écoutez, il n'y a pas de logique dans cette demande. Soyons honnêtes, c'est tout simplement un autre obstacle que Netanyahou est en train de mettre devant les Américains, leur disant, OK, s'ils sont honnêtes, ils veulent finalement un programme pacifique, un programme nucléaire civil, pourquoi pas ne pas reconnaître Israël? Mais pourquoi ne pas reconnaître Israël? Il y a encore 1001 raisons pourquoi ne pas le faire. C'est poser la même question aux Syriens, aux Saoudiens, nos amis saoudiens, égyptiens et autres. Donc, je dirais que la reconnaissance d'Israël n'a rien à voir dans un accord nucléaire. Dans cet accord nucléaire, il faut tout simplement se concentrer sur le nucléaire et rien d'autre, et assurer à Israël le fait que l'Iran est complètement neutralisé dans ses ambitions nucléaires. Ouais. Maxime Pérez, sur cette demande justement de vouloir à tout prix être reconnu que veut faire Netanyahou? Oui, ça ressemble un petit peu à ce qui se faisait au moment où Israéliens et Palestiniens se parlaient même de manière indirecte. Benjamin Netanyahou, qu'il a aussi demandé à Mahmoud Abbas pour justement prouver sa mauvaise volonté quelque part, qu'il reconnaisse le droit d'Israël d'exister comme État juif. Et on a vu que cette polémique et cette tentative, en réalité, n'a jamais abouti, qu'elle a été contre-productive. Là aussi, on est un petit peu dans la même logique et quelque part, c'est un signe de détresse de la part de Benjamin Netanyahou, dont on sent bien qu'il est arrivé un petit peu à court de munitions face aux États-Unis. Ouais. Alors pour ce qui est maintenant de ce scénario militaire, de cette option militaire dont on a parlé et dont il se dit aujourd'hui que finalement Netanyahou voit bien qu'elle est irréaliste puisqu'il parle lui d'un renforcement des sanctions économiques. Alors j'ai bien entendu que Netanyahou disait qu'il préférait une solution diplomatique, ce qu'il a dit depuis toujours. Il le préférait, il ne voulait pas s'engager dans une solution militaire. De toute façon, les Américains ont cru à un certain moment qu'Israël allait initier des attaques contre l'Iran, mais je ne sais pas à quel point c'était véridique ou c'était tout simplement du faire semblant. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est tant que les négociations vont durer entre Américains et Iraniens, Israël ne se lancera pas à une attaque. C'est tout simplement démesuré, c'est tout simplement illogique, c'est tout simplement incompréhensible. Je dirais c'est imbécile. On ne fait pas des choses comme ça. Là où Israël pourrait potentiellement être initié, c'est au cas où il n'y aurait pas d'accord, au cas où l'Iran continuerait ses actions dans le domaine du nucléaire et arriver non pas au seuil nucléaire, mais arriver à une bombe nucléaire et arriver avant cela. Donc tout cela, pour l'instant, est dans le flou. Je ne pense pas qu'à ce point, je dirais, Israël se lancerait à une offensive d'une telle envergure. Ce serait tout simplement un suicide. Ouais, vous êtes d'accord, Maxime Pérez? On a vu plusieurs mises en garde au gradé de l'armée israélienne ces derniers jours. Amir Echel, le chef de l'armée de l'air, qui disait que effectivement, Tsahal a la possibilité de mener des frappes préventives et que celles-ci peuvent avoir une certaine efficacité, mais une telle opération ne peut se faire sans le consentement de la communauté internationale. Donc ça, c'est très clair. Et puis ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Benjamin Netanyahou, à savoir que Israël, en cas de conflit avec l'Iran, en tout cas, si l'option militaire est envisagée, serait très probablement en première ligne et ce pays paierait évidemment un très lourd tribut. Et je crois que Benjamin Netanyahou pense directement à la menace posée par le Hezbollah. On a entendu beaucoup ces dernières semaines des généraux israéliens s'exprimer sur ce stock assez impressionnant, cette menace presque apocalyptique posée par le Hezbollah en termes de capacité de 1000 missiles par jour. Et à la question qui lui a été posée à Eyal Eizenberg, qui vient de quitter ses fonctions en tant que chef de la défense passive, de savoir si Israël pouvait faire face à une telle menace. Il a dit nous n'avons pas le choix, autrement dit pas vraiment, mais il faudra faire face à cette menace si elle se pose. Mais on a évidemment le sentiment qu'Israël veut éviter ce scénario du pire. Ça paraît difficile à imaginer quand même, que le Hezbollah ait la possibilité de tirer 1000 missiles par jour. Pendant combien de temps? C'est un scénario. Je dirais il ne faut pas tellement nous faire peur. Nous adorons, les Israéliens, nous Israéliens adorons à nous faire peur. Ouais, et surtout quand c'est une catastrophe, c'est dans, je dirais, c'est dans notre DNA. Donc je dirais ça, c'est d'un. De notre côté, je dirais quand il y a des discussions concernant le budget, il faut naturellement que la menace soit agrandie, soit réelle. Et donc on cherche des sources pour le budget, on les trouve dans les missiles de Hezbollah.
Hezbollah pourrait tirer une ou deux salves ou trois salves au début, donc nous serions sous les attaques de 2000 ou 3000 missiles pendant les deux premières journées. Je doute que ça durera, parce qu'Israël ne pourra pas supporter ces actions-là, et on se retrouvera très vite sur l'axe Beyrouth-Damas. Donc je dirais que de cette façon-là, je dirais brandir la menace de Hezbollah, c'est bien, mais il faut savoir que nous sommes quand même le pays avec l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Il ne faut pas, je dirais, ignorer ce fait-là. Il ne faut pas non plus qu'on s'expose comme des faiblissimes ou comme des gens qui ont peur de tout ce qui se passe autour de nous. Alors justement, pour ajouter à ce scénario catastrophe qu'on évoquait avec le Hezbollah, aujourd'hui un journal britannique, le Télégraphe, annonce, Maxime, que l'Iran aurait refinancé à nouveau par millions le Hamas pour l'aider à reconstruire à Gaza toutes ses positions endommagées par la dernière guerre. Ça aussi, c'est un scénario qu'on envisage sérieusement ou pas? Est-ce que c'est vrai? Oui, il y a déjà... Alors, c'est une information qui émane de la presse britannique, d'un journal qui est réputé sérieux quand il donne des révélations sur la région, sur le Proche-Orient. C'est un scénario qui ne surprend pas les Israéliens. On sait qu'il y a une volonté, elle a été exprimée par les gardiens de la révolution en particulier, d'apporter un soutien presque total, dans la mesure du possible, bien sûr, à l'organisation du Hamas, qui est aujourd'hui complètement asphyxiée. D'ailleurs, on voit bien que ce qui arrive le plus rapidement dans la bande de Gaza, ce sont des dollars pour la branche militaire du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassem, que pour la population. Il y a eu plusieurs articles d'ailleurs réalisés par les différentes agences de presse palestiniennes sur place, qui relayent d'ailleurs la détresse de la population sur certaines familles qui continuent d'être hébergées par l'UNRWA. En tout cas, il y a évidemment cette menace, la volonté du Hamas de reprendre et de rebâtir son infrastructure militaire, notamment ces tunnels d'infiltration qui ont posé une véritable menace et qui ont surpris les forces israéliennes pendant la guerre. La question est de savoir comment Israël va réagir si elle découvrait les tunnels. On en vient à la même équation d'ailleurs que celle que posait l'état-major de Tzahal après la deuxième guerre du Liban. On ne laissera pas l'arsenal du Hezbollah se reconstituer. On constate que 9 ans après la guerre, certes, le calme règne de manière relative à la frontière nord d'Israël, mais que le Hezbollah est une force militaire qui a décuplé, que cette force est évidemment au service de l'Iran, prête à répondre justement si des attaques américaines ou israéliennes visaient les infrastructures nucléaires de Téhéran. Aujourd'hui, je dirais que Hezbollah se trouve dans une situation très difficile. Ses forces sont déployées un peu partout dans le Moyen-Orient. Elles sont au Liban, elles sont en Syrie, en train de combattre le Jabhat el-Nusra et l'État islamique. Elles se concentrent au Golan, au sud du Golan, pour combattre l'armée syrienne libre. Ils sont présents en Irak, ils sont présents au Yémen, ils sont présents en Arabie Saoudite. Je dirais que à force de tirer sur la logistique, finalement, Hezbollah pourrait se retrouver très surpris je dirais, dans ses arrières. Et là, je dirais que autant Hezbollah aujourd'hui est le champion, je dirais, du chiisme militant, autant Hezbollah aujourd'hui est faible et tout simplement est la cible, je dirais, des sunnites au Liban, autant que les sunnites en Syrie et dans les autres parties du monde arabe. Et dans ce contexte-là, Israël a de bons alliés potentiels. Et je vous rappelle que concernant le Hamas, par exemple, notre meilleur allié est devenu le président Abbas, qui a déclaré de vouloir que les armées arabes qui ont intervenu au Yémen interviennent aussi dans la bande de Gaza pour en finir avec Hamas. Donc Hamas est la bête noire, non seulement d'Israël, mais la bête noire aussi de l'autorité palestinienne. Les retenues qu'Israël avait eues dans la guerre l'année dernière pourraient disparaître avec un gouvernement de droite, tout à fait de droite. Ou au contraire, je dirais, dans cette situation où, asphyxié par les Égyptiens, asphyxié aussi du côté israélien, Hamas n'a pas de grand choix.
Le problème est le suivant, c'est que comme d'habitude, nous Israéliens, c'est avec une loupe qu'on regarde les menaces et naturellement elles grandissent automatiquement. Alors avec tout mon respect pour les labyrinthes et pour les tunnels du Hamas, ce n'est pas une menace existentielle sur le pays. Avec cela, avec des tunnels qui viennent de Deir el-Balah ou de Gaza vers la frontière Israël, on ne va pas reconquérir Israël. À Dieu ne plaise, naturellement. Mais de notre côté... Il y a peu de l'argent qui passe pour l'instant. L'argent passe, c'est certain. Ils vont rebâtir, ils vont reconstruire. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. C'est leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est la force militaire. À l'époque, il y avait, je me rappelle très bien, le célèbre Karim Bakradounian des phalanges libanaises qui avait eu des discussions avec Khaddam, qui était alors le ministre des Affaires étrangères syrien. Et lui avait dit, écoutez, vous avez insulté notre armée. C'est la seule chose que nous avons. Qu'est-ce que le Hamas? C'est la seule chose que ces milices militaires. Autrement, il n'a rien. Donc ça, c'est aussi, en tout cas, une des hypothèses et des conséquences évoquées à propos de cet accord signé à Lausanne. Alors, avant de continuer à parler justement des réactions que cela suscite, on va écouter des réactions dans la rue israélienne aujourd'hui à propos justement donc, de cet accord trouvé jeudi dernier à Lausanne sur le nucléaire iranien. Qu'en pensent justement quelques Israéliens rencontrés aujourd'hui? Regardez. D'une façon générale, ça va apporter plus de paix avec l'Iran. L'Iran est un pays fort et indépendant. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite. C'est un très mauvais accord. Tout accord qui ne règle pas définitivement le problème nucléaire est un mauvais accord. Israël doit faire ce qu'il doit faire. Je crois que l'Amérique est trop faible. Elle a eu un peu peur. En ce qui concerne l'accord avec l'Iran, je pense que c'est le pire accord qui puisse être. Nous sommes contre, nous devons protéger notre pays ainsi que les États-Unis et les autres peuples. Il suffit de voir ce que fait Daesh. Bravo Netanyahou, il faudrait plus de dirigeants comme lui. Je pense que notre Premier ministre est fort. Il s'y oppose et il a raison. Nous n'avons qu'un seul pays, il ne faut pas faire la paix, il faut protéger le peuple d'Israël. Les États-Unis savent ce qu'ils font. S'ils font ce qu'ils font, j'imagine qu'ils ont pris en compte tous les problèmes et toutes les bonnes choses. Voilà, ça c'est le point de vue optimiste de cette dernière personne. Mais pas tout le monde en Israël est convaincu, en tout cas, que les Américains aient vraiment pris la mesure du danger iranien. C'est un peu ce qui ressort, en tout cas, des réactions dans la classe politique notamment. Oui, même dans le parti de l'Union sioniste, parti travailliste, il y a eu des réactions très hostiles la semaine dernière, y compris de Yitzhak Herzog, sur lequel d'ailleurs les Américains avaient misé en pensant que son élection aurait peut-être évidemment un petit peu redonné, raviver les relations réchauffer les relations israélo-américaines, mais qu'en plus cela aurait conduit à peut-être Israël à faire davantage profil bas sur le dossier du nucléaire iranien. On le voit bien, Netanyahou reste toujours en première ligne, très présent sur la scène médiatique américaine avec cette interview à la chaîne ABC et certainement à beaucoup d'autres médias américains dans les prochains jours et dans les prochaines semaines jusqu'à ce que les négociations reprennent. D'ailleurs, on notera que pour l'instant, aucune autre date de discussion n'a été fixée par les parties. Ouais, c'est vrai que la date du fin juin paraît à la fois proche, mais en même temps très loin. Elle est très loin. Je vous raconterai une anecdote. Après Oslo, après avoir signé les accords d'Oslo, le Premier ministre Rabin m'appelle dans sa chambre. Il me dit, voilà l'accord. Je dis, voilà, oui, je connais l'accord. Il dit, qu'est-ce que tu comprends de cet accord-là? De quoi est-ce que vous parlez, monsieur le Premier ministre? Il dit, non, je ne parle pas de l'accord lui-même. Il y a ce qu'on appelle les agreed minutes. C'était donc en attachement. C'était une série de paragraphes. Et qu'est-ce que tu comprends par là? Alors je regarde, je comprends très bien que finalement les problèmes principaux n'étaient pas dans l'accord, mais dans ce qui suivait. Ce qui suivait, c'était donc dans l'annexe qui parlait des implantations, enfin des implantations, des colonies israéliennes. Il parlait de Jérusalem, parlait des réfugiés, tout ça. Tout c'était de l'autre côté. Et c'était à discuter. Alors qu'est-ce que tu comprends? C'est là, cette annexe-là neutralisait en fait le principe. Donc c'était la manière dont Rabin avait compris l'accord.
dans ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis, effectivement, les Américains ont cru comprendre quelque chose et les Iraniens comprennent autre chose. Ce qui va être signé, si ce n'était pas malheureux, si ce n'était pas tellement dangereux pour Israël, ça aurait été une grosse blague. Parce qu'ils n'arriveront jamais à un accord de cette manière-là. Ouais, donc vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'aboutissement. On a vu que les Français d'ailleurs étaient très réservés aussi. Laurent Fabius, qui est le ministre. Pour une fois, les Français se sont réveillés. Ce sont les premiers qui ont parlé des ogives, des détonateurs des ogives nucléaires, du programme passé militaire des Iraniens. Ils n'ont pas eu de réponse là-dessus. Les Américains ont tout bâclé. Ils ont essayé de tout faire. Ils ont raté les dates butoirs. Ils ne voulaient plus ils ont eu une extension pour essayer d'arriver à un accord. Cet accord, arriver à un accord à n'importe quel prix, il y a un prix à payer. Et ce prix-là, on va le payer bientôt. Ouais. Maxime Pérez, justement, quand on voit les réactions de méfiance de certains, on est toujours étonné pas de l'aveuglement, mais en tout cas de la détermination américaine à poursuivre ces négociations, ces discussions et à espérer aboutir le 30 juin. Ouais, c'est le dossier de Barack Obama sur la scène étrangère de son second mandat, sachant que le premier a été beaucoup marqué par le retrait d'Irak et d'Afghanistan plus partiel, qui lui a valu beaucoup de critiques sur leur scène politique intérieure et qui risque de coûter peut-être même aux démocrates l'élection d'un successeur à Barack Obama aux élections dans 2 ans, sachant l'état dans lequel se trouve aujourd'hui le Moyen-Orient. Mais évidemment, les Américains se sont acharnés. Ils étaient aussi marqués peut-être par l'échec du processus de paix au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Ils ne voulaient pas d'un second échec avec l'Iran. Ouais. Il ne faut pas être impressionné par les beaux mots d'Obama. C'est un très bon orateur. Ses discours sont tout simplement à étudier et à enseigner en cours d'histoire. Mais simplement, c'est à enseigner aussi en cours d'histoire comment ne pas faire l'histoire. Et à arriver à tout prix à des accords à un prix. Et ce prix-là est un prix très haut pour les Américains, très élevé pour Israël. Je dirais impossible à accepter pour Israël pour l'instant. Ouais. Bon, on a vu que le président Erdogan, turc, se rendra à Téhéran jeudi. Avec beaucoup d'opposition sur place. Ouais. Il y a déjà des manifestations contre sa visite. Il s'est prononcé contre les Iraniens. C'est très clair. La Turquie s'est réveillée. La Turquie finalement s'est rendu compte que son voisin iranien est en train d'étendre une hégémonie et est en train de l'encercler vers le sud. À partir de la Syrie jusqu'en Afghanistan, la Turquie est finalement livrée à elle-même face, je dirais, face à ses alliés traditionnels, les États Stan, qui sont au nord, face à l'Iran au sud. Et là, les Turcs se sont finalement réveillés en voyant que finalement la domination iranienne au Moyen-Orient, mis à part le programme nucléaire, pourrait aussi mettre en danger leurs propres intérêts. Et ben voilà, donc ça c'est un premier point. Donc après cet accord trouvé jeudi dernier, mais qui est loin encore d'avoir donné évidemment tout ce que l'on attend de lui, puisqu'il n'est pas signé et ça devrait l'être avant le mois de juin, si on veut avoir totalement réussi cette affaire côté américain. Merci Jacques Neriam, on a noté en tout cas que vous n'y croyez pas. Merci Maxime Pérez pour cette analyse. On va se retrouver dans un instant et on ne va pas vraiment quitter d'ailleurs le dossier iranien, puisqu'on évoquera la situation au Yémen avec cette dernière minute, donc les Saoudiens qui donneraient leur accord pour l'évacuation humanitaire de civils bloqués par les combats actuels. Ça ne signifie pas la fin des combats, en tout cas des frappes de la coalition arabe, mais une trêve pour permettre l'évacuation de civils qui sont coincés au milieu des combats entre les chiites. Donc et cette coalition internationale arabe au Yémen, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite, merci vous. Des divergences d'interprétation après l'accord trouvé à Lausanne sur le nucléaire iranien jeudi dernier, et Israël espère encore pouvoir le faire modifier avant la signature prévue pour la fin du mois de juin. Le Kenya tente de se relever après le sanglant attentat de l'université de Garissa qui a fait 148 morts. L'un des terroristes a été identifié comme un Kenyan d'origine somalienne, fraîchement diplômé de l'université de Nairobi. Au Yémen, plusieurs pays ont demandé aujourd'hui une trêve. L'Arabie Saoudite aurait accepté ce soir de permettre l'évacuation de civils à des fins humanitaires, en tout cas pour ceux qui seraient coincés dans les zones de combat et notamment dans la ville d'Aden où les chiites avancent de plus en plus.
Plusieurs pays donc et la Croix-Rouge avaient tenté d'obtenir aujourd'hui une pause dans les frappes aériennes de la coalition arabe au Yémen. Eh bien ce soir, il semble que l'Arabie saoudite ait donné son accord pour permettre l'évacuation uniquement des civils qui seraient coincés dans des zones de combat. Pas question donc de relâcher les taux, d'autant que les rebelles chiites, eux, continuent d'avancer, notamment dans la ville d'Aden. Elsa Mourgue. À Aden, les deux camps rivaux revendiquent la victoire, mais sur le terrain, les combats continuent. Les rebelles houthis ont progressé dans la deuxième ville du pays et sont en passe de contrôler le port. Cette milice chiite affronte les forces fidèles au président Hadi, soutenues par les raids de la coalition menée par l'Arabie saoudite, alors que des rumeurs invoquent la présence de soldats saoudiens sur le sol yéménite. L'Iran, allié de la milice houthi, a sollicité l'aide du sultanat d'Oman pour obtenir un arrêt immédiat de ses frappes aériennes. Oman est la seule monarchie du Golfe à ne pas faire partie de la coalition. Profitant du chaos, différents groupes tribaux ont pris possession de petites localités, comme ici, à Shir, dans l'est du pays. Nous sommes maintenant dans la ville de Shir, dans un camp qui appartenait aux forces rebelles houthis. Nous avons pris le contrôle des entrées de la ville de Shir par des moyens pacifiques. Des milliers de Yéménites tentent de fuir les combats, alors que des zones résidentielles ont été bombardées à Aden. Sur demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir pour décider de l'instauration de pauses humanitaires pour ravitailler les civils en nourriture et médicaments. Alors on va évoquer la situation au Yémen ce soir avec Ali Waked. Bonsoir, notre expert pour le monde arabe et musulman. D'abord cette information selon laquelle l'Arabie saoudite accepterait là ce soir une trêve humanitaire, en tout cas pour permettre aux civils d'être évacués des zones de combat. C'est sous la pression internationale que les Saoudiens là se voient forcés, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes civiles. D'un côté, c'est sous la pression internationale. Il y a beaucoup de pays, d'États qui aimeraient voir leurs compatriotes évacués, leurs citoyens évacués du Yémen, mais ça peut être aussi un mauvais signe qui signifie que l'étape prochaine va être beaucoup plus dure. Jean-Charles, hier, les Jordaniens, qui sont les présidents actuels du Conseil de sécurité, ont gelé, si vous voulez, la demande de la Russie de discuter la situation du Yémen. Ils ont dit que les pays belligérants et les pays membres du Conseil de sécurité ont besoin plus de temps pour en discuter de cette situation. Et tous les signes montrent que la situation au Yémen, elle va vers le pire, elle va vers une dégradation et une confrontation beaucoup plus directe entre l'Iran, qu'on entend avec par ses médias beaucoup plus vocal. L'Iran est maintenant libéré relativement des négociations avec les puissances internationales, se voit beaucoup plus libéré de renoncer et de condamner ce qui se passe au Yémen. Et donc reste à voir, d'un côté, la Russie fait pression au Conseil de sécurité, l'Iran on entend plus traiter de la question yéménite, ce qui prouve que la situation va devenir un peu plus dangereuse qu'elle n'est maintenant. Entre parenthèses, il y a une très importante visite du président turc Erdogan à Téhéran mardi. La Turquie, qui a dénoncé le rôle joué par l'Iran au Yémen d'un côté, et l'a mis au service des pays arabes avec lesquels elle est divisée sur les frères musulmans en Égypte et ailleurs, mais elle a mis ses renseignements au service des pays arabes, au service des frappes de la coalition arabe. Et donc peut-être un premier signe d'un horizon quelconque au Yémen pourra s'avérer à la fin de cette visite. Oui, parce que pour l'instant, on constate en tout cas que si les frappes continuent, les frappes aériennes de la coalition, eh bien, il y a toujours une avancée des rebelles chiites, notamment dans Aden ce soir encore, où ils auraient gagné de nouveaux quartiers. C'est le cas, je peux dire, de la situation entre la communauté internationale et l'État islamique. C'est vrai qu'à Kobané, la communauté internationale a marqué un point très important contre l'État islamique. Elle a arrêté l'avancement de l'État islamique, mais on voit que l'État islamique est en train de gagner de terrain presque partout. En Irak, quand le Premier ministre irakien avoue aujourd'hui que son armée est incapable
de battre à lui seul l'État islamique. On voit en Syrie l'État islamique s'empare d'un camp de réfugiés immense qui est à quelques kilomètres à peine de la capitale yéménite, ce qui prouve que à l'aide des frappes aériennes seules, des raids aériens, la coalition ne sera pas capable d'arrêter les Houthis. Les Houthis sont soutenus par les forces, 100 000 personnes armées qui sont loyaux et fidèles à l'ancien président Ali Abdallah Saleh et à certains grandes tribus. Sans une combinaison entre opérations terrestres qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle peut se terminer si jamais les pays arabes osent la commencer, et on ne voit pas comment est-ce que cette situation soit tranchée. Jean-Charles, les Houthis depuis quelques années sont entraînés par les Iraniens, sont entraînés par des querelles avec les forces de Ali Abdallah Saleh d'un côté et de l'autre côté depuis les années 90 avec les gardes-frontières saoudiens. Donc ils sont un peu plus expérimentés que les forces fidèles au président Hadi, et si l'intervention militaire arabe restera réduite aux frappes aériennes, moi je vois un status quo qui peut continuer très longtemps. Merci Ali Waked, donc expert pour le monde arabe et musulman. C'est dans la douleur que les chrétiens du Kenya ont célébré ce dimanche de Pâques aujourd'hui. 3 jours de deuil national qui ont démarré après l'attentat sanglant qui a coûté la vie à 148 personnes. La plupart des étudiants de l'université de Garissa dans l'Est, un véritable carnage revendiqué par les islamistes Shebab de Somalie, mais dont les auteurs venaient aussi, en tout cas pour au moins l'un d'entre eux, du Kenya. Léa Volbert. Abdirahim Abdullahi, jeune Kényan d'ethnie somalie, diplômé de droit à Nairobi, décrit par un proche comme un futur brillant juriste. C'est l'un des 4 membres du commando ayant attaqué jeudi l'université de Garissa au Kenya. Comme les autres assaillants, il a été abattu pendant l'assaut des forces de sécurité. Son corps a été identifié ce dimanche par les autorités. Il est originaire de Mandera, situé dans l'extrême nord du Kenya, proche de la frontière avec la Somalie. Abdirahim Abdullahi avait disparu depuis 2013. Son père, un responsable local d'une circonscription de Mandera, avait signalé cette disparition aux autorités, ajoutant qu'il soupçonnait son fils de s'être rendu en Somalie. Ce sont des criminels qui doivent être appréhendés et poursuivis en tant que criminels diaboliques qui commettent des crimes atroces. Ce qu'ils ont fait à notre futur à Garissa jeudi ne sera jamais excusable. Ces enfants étaient notre futur, donc une partie de notre futur a été détruite. Ce dimanche de Pâques est aussi le premier jour d'un deuil national qui durera jusqu'à mardi soir. Depuis le Vatican, le pape François a appelé les fidèles du monde entier à prier pour les victimes de l'université de Garissa. Dans la cathédrale de Nairobi, cernée de policiers, les hommages se succèdent. Sa sainteté condamne cet acte de brutalité insensé et prie pour que ses auteurs ne frappent plus. Il appelle toutes les autorités à redoubler d'efforts et à travailler avec tous les hommes et les femmes du Kenya pour mettre fin à ces violences. Dans un communiqué, un dirigeant du Conseil suprême des musulmans du Kenya a présenté ses condoléances aux familles des victimes, majoritairement chrétiennes. Il a également fait savoir que son organisation collectait des fonds pour les funérailles des victimes ainsi que pour les soins des dizaines de blessés. 148 personnes, dont 142 étudiants, ont été tuées. Dans le stade de Nyayo à Nairobi, reconverti en zone d'accueil pour les proches des victimes, certaines familles attendent toujours de savoir si leur enfant est en vie. Alors on est en ligne depuis la capitale Nairobi au Kenya avec Capucine Dayen, correspondante sur place. Bonsoir Capucine. Parlez-nous un petit peu de cette situation terrible qui subsiste encore plusieurs jours après l'attentat, puisqu'il y a encore des familles qui cherchent d'éventuels survivants ou à reconnaître simplement les victimes. Oui, alors que plus de 544 survivants sont arrivés par bus hier soir à Nairobi, une centaine de familles des victimes étaient à la morgue aujourd'hui. Cela fait maintenant 3 jours qu'ils essayent d'identifier le corps de leurs proches. Il y aurait 142 corps à l'intérieur de la morgue. Beaucoup d'émotions pour ces familles qui vivent un cauchemar depuis l'attaque de ce jeudi. Des familles sous le choc, qui crient, qui hurlent. La procédure d'identification est complexe car les corps sont maintenant en décomposition. Certains des corps auraient même été décapités par les assaillants pendant l'attaque. Mais un psychologue sur place m'a expliqué que les autorités kenyanes vont envoyer une équipe pour prendre les empreintes digitales des corps à partir de demain. Ces empreintes devraient aider les familles qui n'ont pas réussi à identifier le corps de leurs proches. C'est un moment très difficile.
Capucine, on a également donc eu identification de l'un des terroristes de cette attaque et il venait, lui, du Kenya. Oui, le suspect numéro 1 s'appelle donc Mohamed Mohamoud. Il serait né en Éthiopie, mais il serait de nationalité kenyane. Il aurait enseigné dans une école coranique à Garissa. Un homme mince, à la barbe courte. Il aurait dirigé une unité ancêtre des Shebabs en Somalie. Le gouvernement offre une récompense de 200 000 € pour son arrestation. 5 autres suspects ont aussi été arrêtés vendredi. 4 Kenyans d'origine somalienne et 1 de Tanzanie. Ils auraient pris la fuite après l'attaque sanglante de ce jeudi. Merci beaucoup Capucine Dayan, donc en direct de Nairobi au Kenya. Et dans son message pascal, le pape François a également appelé la communauté internationale aujourd'hui à ne pas rester inerte face au sort des chrétiens d'Irak ou de Syrie. Et ce au moment où de nouveaux déplacements de population ont lieu dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, situé tout près de Damas, là où l'État islamique tente de nouveau de prendre le contrôle de ce territoire. Elsa Mourgue. 2000 personnes ont pu être évacuées du camp de Yarmouk ce week-end. 16 000 autres sont toujours bloquées à l'intérieur de ce camp de réfugiés palestiniens situé aux portes de Damas. L'alliance inhabituelle entre le groupe État islamique et le front Al-Nosra a lancé son offensive mercredi et en quelques jours s'est emparée de 90% du camp. Une conquête rapide facilitée par le chaos syrien. Yarmouk a été le résultat d'un échec politique et ces échecs politiques sont le résultat de la désunion. De la désunion au sein du Conseil de sécurité, de la désunion dans toutes sortes d'endroits. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une action politique unifiée. Yarmouk est un défi pour nous tous et pour le système international en particulier. Il ne doit pas échouer, il ne faut pas laisser tomber les gens de Yarmouk. Depuis Ramallah, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'inquiète pour le sort des réfugiés de Yarmouk. Les membres de l'Organisation de libération de la Palestine sont en train de tenter de résoudre cette tragédie avec le moins de pertes possibles. La situation de ces réfugiés préoccupe également en dehors du Moyen-Orient. Lundi, à Moscou, une rencontre entre le régime de Bachar al-Assad et certains opposants peu représentatifs devrait porter sur la crise humanitaire et les solutions qui peuvent lui être apportées. Alors que ce dimanche, lors de la messe pascale, devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre, le pape a lancé un appel. Il exhorte les responsables à passer à l'action. Il ne faut pas rester inerte face à l'immense tragédie humanitaire en Syrie et en Irak, face à ces nombreux réfugiés. Il faut que cesse le fracas des armes et que se rétablisse la bonne cohabitation entre les différents groupes qui composent ces pays bien-aimés. L'État islamique a de nouveau fait diffuser une vidéo de propagande sans qu'il soit possible de la dater. Sur ces images, on voit les djihadistes détruire des monuments historiques de la cité d'Atra, un ancien carrefour caravanier prospère sur les routes de la soie et des épices dans le nord de l'Irak. Si certaines de ces œuvres étaient des répliques, comme le prouvent ces barres de fer à l'intérieur de ces statues, beaucoup d'originaux ont été perdus à jamais. En Égypte, un policier a de nouveau été tué aujourd'hui lors de l'explosion d'une bombe artisanale qui avait été cachée à l'entrée d'un pont au Caire, la capitale. Mais dans le même temps, les forces de sécurité annoncent avoir tué l'un des principaux chefs djihadistes responsables justement de la plupart de ces attaques menées contre les forces de l'ordre. Au Caire, il s'agit d'Amam Mohamed Atia, tué lors d'un raid des forces spéciales dans son appartement de la banlieue du Caire. Les recherches des corps sur le site de la catastrophe aérienne de Germanwings dans les Alpes en France ont pris fin ce week-end avec l'identification des 150 personnes décédées. L'enquête, elle, se poursuit maintenant avec la mise en cause des compagnies aériennes allemandes pour leur défaillance quant au suivi médical des pilotes. Joseph Emmanuel. Et si l'Allemagne était le mauvais élève de l'Europe en matière de sûreté aérienne, l'Agence européenne de la sécurité aérienne aurait depuis longtemps relevé des cas de non-conformité au règlement, en particulier dans le domaine du suivi médical de ses pilotes. Le constat qui se dessine pourrait être lourd et accablant pour l'autorité allemande de supervision du transport aérien, une autorité chargée de la sécurité aérienne qui souffrirait de pénurie chronique de personnel, pouvant nuire à sa capacité de contrôle des appareils comme des équipages. Les contrôles ont pourtant lieu plusieurs fois par an et l'autorité allemande, qui délivre également les brevets de vol aux pilotes, a assuré dimanche ne pas avoir été informée de la dépression d'Andreas Lubitz.
Il n'aurait eu accès au dossier médical du copilote que 3 jours après le crash, par l'intermédiaire du centre médical de la Lufthansa, qui se démet également de tout manquement aux règles de contrôle du suivi médical de ses pilotes. Si vous êtes malade pendant quelques jours, des semaines ou même quelques mois et que vous revenez en disant à votre employeur que vous êtes à nouveau en bonne santé, alors il n'y a pas de raison que l'employeur remette en question le rapport du médecin et il n'est de toute façon pas habilité à le remettre en question. Plus de questions en revanche quant au passé du copilote. Les éléments recueillis par les enquêteurs en France comme en Allemagne sur les circonstances du crash de l'Airbus A320 indique clairement qu'Andreas Lubitz avait souffert de dépression sévère, des épisodes de déprime avec des tendances suicidaires, des épisodes de névrose grave, passés inaperçus auprès de la Lufthansa, qui déclarait encore il y a peu que M. Lubitz était à 100% capable de piloter un avion. En Ukraine, sans doute l'incident le plus grave depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'Est. Les rebelles pro-russes ont visé un camion de militaires ukrainiens près de Lugansk. Bilan très lourd, 6 soldats ukrainiens qui ont été tués. En Turquie, le club de football de Fenerbahçe demande ce soir la suspension du championnat professionnel après un épisode de violence jamais vu dans le pays lors d'un déplacement dans le sud du pays au niveau de Trabzon, une ville turque. Eh bien, le bus des joueurs de Fenerbahçe a essuyé des coups de feu. Vous le voyez sur ces images spectaculaires. C'est le chauffeur du bus qui a été blessé à la tête, mais il a réussi à immobiliser le véhicule sur l'autoroute sans danger. Les tireurs n'ont pas pu être identifiés pour l'instant. Le recteur de la mosquée de Paris demande le doublement du nombre de mosquées en France d'ici à 2017. Dalil Boubaker s'exprimait ce week-end lors de la réunion de toutes les organisations musulmanes de France au Bourget, tout près de Paris. Il estime que le nombre des mosquées en France est inadapté au nombre de pratiquants. On écoute. Il y a encore beaucoup de salles de prière, il y a beaucoup de mosquées inachevées et il y a surtout beaucoup de mosquées qui ne sont pas construites, pas encore. Donc, je pense qu'il faut le double des mosquées que nous avons aujourd'hui. Vous pensez bien, avec le nombre de millions de musulmans, les 2000 mosquées ne suffisent pas. Alors justement, la France qui est actuellement en plein débat et regain de débat sur la laïcité, et il y a cette polémique qui ne fait qu'enfler. On va en parler avec vous, Rudy Saada, bonsoir, spécialiste des réseaux sociaux. C'est une polémique à propos d'une affiche pour annoncer un concert de prêtres en faveur des chrétiens d'Orient à Paris et qui a été refusée par la RATP. Oui, alors l'origine de cette polémique date déjà du début de la semaine dernière. Alors au nom de la laïcité, dans un premier temps en tout cas, la RATP a exigé le retrait de la mention au profit des chrétiens d'Orient sur les affiches du concert du groupe Les Prêtres, un concert à l'Olympia, donc au profit donc des chrétiens d'Orient. Et la polémique a très vite pris sur Internet avec réaction des internautes dans un premier temps pour qui il n'est pas question ici de prosélytisme religieux, mais bien de solidarité avec un peuple victime de massacres. D'autant plus que dans le communiqué de la RATP qu'on va voir à l'écran, la RATP et sa régie Métrobus ne parlent pas de concept de laïcité, mais plus de neutralité en cas de conflit armé, ce qui a fait beaucoup réagir dans le monde chrétien et bien au-delà. On va écouter la réaction de Monseigneur Di Falco, évêque de Gap, et qui a créé ce trio musical. Chaque semaine, il tient une chronique hebdomadaire sur le site du Point. On écoute sa réaction. D'une part, il n'y a pas de conflit. Les chrétiens d'Orient ne sont pas en conflit avec le Daesh. Ils en sont les victimes. Et d'autre part, y a-t-il vraiment une obligation de neutralité à avoir quand on assiste à un génocide ? Y avait-il une obligation de neutralité quand les Juifs se faisaient massacrer, exterminer, gazer et brûler par les nazis ? Alors évidemment, cette question étant très sensible, elle s'est déplacée, Rudy, sur le terrain politique ce week-end. Oui, alors d'autant plus que justement ce week-end, la RATP a proposé, pour apaiser un petit peu les choses, la tenue d'une nouvelle campagne d'affichage et au lieu de rétro-pédaler, vraiment, eh bien non, elle propose que la mention chrétien d'Orient soit maintenant remplacée par au profit de l'association L'œuvre d'Orient, sans attendre le résultat de la justice qui avait été saisie la semaine dernière. Donc c'est un embourbement qui a fait réagir, par exemple, dans le monde politique pour Nathalie Kosciusko-Morizet. Si se tromper est excusable, s'obstiner est condamnable. Valérie Pécresse, UMP, aussi en appelle à Ségolène Royal, ministre en charge du dossier, pour intervenir et faire annuler cette décision. Réaction également à gauche avec Manuel Valls qui dit sur Twitter qu'il faut montrer son soutien aux chrétiens d'Orient sans aucune hésitation. Donc le message est à peine voilé pour la RATP. Nicolas Sarkozy en a également fait de même sur Twitter dans un message de Pâques. D'autres comme Christine Boutin
certains évoquent un 2 poids 2 mesures par rapport à d'autres campagnes, notamment des campagnes qui font dans le métro référence à l'islam. Mais finalement, la solution, elle vient peut-être tout simplement des internautes eux-mêmes qui ont décidé devant ce type cette certaine censure eux-mêmes de relayer cette affiche autant que possible sur Internet pour ce concert qui aura lieu à l'Olympia. Merci beaucoup Rudy Saada, polémique donc qui est loin d'être close. On en reparlera sans doute dans les jours qui viennent. Dans le nord d'Israël, à présent, une église de Galilée, dans le village d'Ikrit, qui était désertée depuis plus de 60 ans et même coupée du reste du pays car tout simplement non alimentée en électricité. Eh bien, à l'issue d'une longue bataille judiciaire, des habitants viennent d'obtenir le droit de faire revivre cette église, une sorte de résurrection pascale. Reportage de Saouzan Chazli avec Elsa Mourgue. Une église unique en son genre en Galilée, dans le nord d'Israël. Dernier vestige du village d'Ikrit, déserté en 1951. L'église est restée abandonnée de longues années. Mais les descendants des habitants d'Ikrit ont entrepris des démarches pour ramener cet édifice à la vie. Et après 67 ans d'obscurité, la Cour suprême israélienne a finalement accepté de relier l'église au réseau électrique. Depuis 1948, nous nous alimentons en électricité par nos propres moyens, avec des panneaux solaires ou un groupe électrogène. C'est la première fois qu'Israël nous reconnaît et décide de fournir l'église en électricité. C'est pour nous une reconnaissance officielle de notre village, de ses habitants et de notre combat. La décision de la plus haute instance judiciaire d'Israël met un terme à une longue bataille menée par les anciens habitants du village. Elle n'a toutefois pas encore été appliquée. Pour les habitants et leurs descendants, il est encore trop tôt pour crier victoire. Le cimetière existe toujours, mais jusque dans les années 70, nous ne pouvions pas y enterrer nos morts. Dans les années 70, la loi martiale a pris fin et nous avons pu réutiliser le cimetière. Mes grands-parents y sont enterrés et moi-même je serai un jour enterré ici. En fait, le seul moyen pour nous de retourner au village, c'est dans un cercueil. Aujourd'hui, une nouvelle génération issue de ces familles d'Ikrit tente de réhabiliter ce village dans l'espoir de réécrire les pages d'une histoire brutalement effacée. En attendant de voir les lumières éclairer leur église, la devise des anciens d'Ikrit résonne dans l'esprit de leurs descendants. Nous ne sommes plus des réfugiés, nous sommes revenus. Au Brésil, la colère qui ne cesse pas, celle des habitants d'une favela de Rio, après la fusillade qui a opposé la police à des trafiquants de drogue et qui a fait 4 morts, dont un enfant de 10 ans. Des manifestants qui ne veulent pas donc s'arrêter de défiler depuis 3 jours maintenant dans les rues de Rio afin de réclamer enfin des quartiers apaisés. On va maintenant évoquer un moment de plus en plus important, celui donc de la venue en Israël de Juifs de France qui viennent s'y installer. Cela occasionne parfois des rencontres inédites, comme celle dont on va vous parler à présent, celle d'un sculpteur tout juste arrivé en France et qui a décidé d'exposer avec un peintre israélien. Reportage à Yafo, dans le sud de Tel Aviv, Maël Benoliel. L'un est un sculpteur renommé arrivé en Israël il y a moins d'1 an. L'autre est un peintre débutant, arrivé en Israël il y a plus de 30 ans. Denis et Prosper sont devenus amis grâce à leur art respectif. De cette amitié récente est née une exposition. C'est une exposition win-win, comme j'aime bien en parler, parce que j'ai toujours voulu aider un Olé Hadash, surtout avec cette période d'antisémitisme, Olé Hadash qui viendrait de France, pour l'aider à s'intégrer en Israël. En plus, c'est un artiste. Et moi, en étant un artiste, nouvel artiste dans le monde de l'art, il m'aide aussi. On traite tous les deux de l'humain. Et c'est en ça que c'est intéressant. Un art conceptuel, il y a un art moderne, un art contemporain. Nous, on s'est attaché à la figure humaine. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je pourrais faire autre chose, mais j'ai pas envie. Je pense que lui sait faire plein de choses, mais il n'en a pas envie. Cette exposition, c'est à la Porte Bleue qu'elle prend place, dans le studio de travail de Denis, mais aussi l'endroit où il vit. À Noga, un nouveau quartier d'artistes de Jaffa. Ça fait même pas 1 an que je suis installé ici, on dirait que ça fait 15 ans presque. Entre les sculptures de Denis et les peintures de Prosper, ce sont plus de 50 œuvres qui sont exposées là-bas. Pour le vernissage de cette exposition un peu particulière, les curieux étaient nombreux à avoir fait le déplacement. Parmi les visiteurs, certains voisins, eux-mêmes des artistes.
L'association entre les peintures et les sculptures est propice. On a l'impression de retrouver les mêmes personnages, les mêmes créatures, juives et sionistes. Les sculptures sont vraiment superbes. C'est comme si un seul homme était derrière tout ça. 2 artistes, une seule et même exposition. La porte bleue est ouverte aux connaisseurs et aux moins connaisseurs jusqu'à fin avril. Et pour terminer, un mot de football avec en France ce soir l'un des matchs les plus attendus, si ce n'est le plus attendu de l'année. Il va confronter Marseille au Paris Saint-Germain dans un stade Vélodrome qui affiche complet, où il y a déjà d'ailleurs beaucoup d'ambiance depuis le début de l'après-midi. Marseille qui veut en profiter pour passer devant Paris et se rapprocher de Lyon, le leader, et l'entraîneur parisien Laurent Blanc, lui, en a vu d'autres. On va l'écouter tout de suite. Il y aura un stade plein, un très joli stade plein avec beaucoup de bruit, beaucoup d'engouement pour ce match-là, notamment au niveau des supporters marseillais. Et puis on peut penser aussi qu'avec les 2 philosophies des entraîneurs, on peut s'attendre à un match ouvert. Je sens que l'équipe est vraiment dans la dernière ligne droite, motivée, archi motivée. Le fait d'avoir ces challenges-là à sa portée, même si on sait la difficulté de la tâche qui reste à faire, je pense que ça les a vraiment motivés et excités. Voilà, coup d'envoi dans 1 heure exactement donc de ce Marseille-Paris Saint-Germain. 2 points séparent les 2 équipes. C'est Paris qui est devant, mais donc c'est Lyon qui a repris en tout cas la tête ce week-end de ce championnat de France de Ligue 1. On va se retrouver dans un instant pour un débat consacré aux propos de Mahmoud Abbas prononcés hier à Ramallah. Le leader palestinien se dit prêt à reprendre les négociations avec Benyamin Netanyahou après donc les dernières élections, mais il pose toujours donc les mêmes conditions. Pas question pour lui de reconnaître Israël en tant qu'État juif. Est-ce un obstacle insurmontable entre les 2 parties? On va évoquer tout cela dans le débat à venir, donc consacré à une possible reprise des négociations israélo-palestiniennes. Mais à quelles conditions? On en parle dans un instant. Restez avec nous.